Eleven Insider, c'est de retour comme chaque lundi. On a choisi deux thématiques, comme chaque lundi aussi. L'une qui concerne le football belge. On parlera du Standard et de cette nouvelle Mbailey. Il n'est plus l'entraîneur des Rouges. On en parlera avec Kevin Sauvage, de l'ADH avec Vincenzo Churro, bien sûr, et Alex Teclac. Et puis au niveau international, J-3 avant la demi-finale de Nations League entre la Belgique et la France. Là aussi, on en parlera avec Christophe Franken de l'ADH qui nous rejoindra. Vous avez le programme. Très bon moment. Et nos insiders du jour, je vous ai déjà donné évidemment leur nom, ils sont là. Salut Kevin. Salut. Kevin Sauvage, actualité très chaude du côté du Standard. On s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais. Ça fait combien d'années que vous suivez le club ? Ça fait 12 ans. Voilà, et vous vous êtes jamais ennuyé. 30 en fait. Jamais oublié. 12 fois 2, oui, voilà, c'est ça. Vous avez reconnu la voix d'Alex Tecla qui est en forme, ça va Alex ? Oui, parce que 12 ans au Standard, ça vaut un peu plus d'années ailleurs. Vous savez ça quand même. Tu veux dire qu'il a vieilli, c'est ça ? Non, il n'a pas vieilli, mais disons qu'il en a vu, quoi. Il en a Voilà. passé quelques-unes. Vous avez passé un bon week-end, vous venez avec la banane, ça fait plaisir. Bon, c'est bien, en plus vous avez vu, je vous ai ramené un petit peu de soleil. Voilà. Mais Donc, c'est magnifique. demain, je suis pas là, il pleut. Donc, vous faites comme vous voulez, quand vous avez besoin de quelqu'un, il faut m'inviter si vous voulez du soleil. On va vous donner C'est un simple que ça. contrat, Alex, on va faire comme ça, ce sera plus météo. simple. Comment va Vincenzo ? Ben, en forme aussi. Il n'y avait pas de soleil à Anderlecht hier, sous la flotte. Ah non, là c'était la bonne drache belge tout au long de l'après-midi. Mais bon, ben voilà, on est habitué. Oui. Bon, il n'y a pas vraiment une pluie de buts, un but partout dans ce topper. On allait vous parler du topper, on avait prévu l'émission comme cela aujourd'hui. Et puis ce matin, le Mbailey remercié du Standard, on en parle dans quelques instants. On va quand même pas changer les bonnes habitudes. C'est le moment du week-end, c'est votre moment du week-end. J'ai envie de commencer, allez, rien que pour son sourire, par Alex. Mais non, mais bien aidé par Vincenzo, j'ai choisi la bourde et l'arrêt de Van Krombrugge dans le même match. Parce que voilà, il avait déjà fait ça d'ailleurs la semaine dernière, où il était quand même un petit peu responsable sur un des buts, et puis il avait sorti une belle prestation. Et ici, c'est pas seulement une belle prestation, c'est qu'il est déterminant sur l'arrêt qu'il fait après son erreur. Sans ça, probablement que là, c'était de nouveau un but encaissé. Donc voilà, je tire aussi un peu mon chapeau pour ça. C'est le jeu au pied, de forcer Van Krombrugge à jouer au pied qui vous dérange un Moi, je petit crois peu qu'il a jamais été, même du temps de peine, on l'a connu là-bas, ça n'a jamais été son point fort. Je pense qu'il l'a amélioré peut-être dans l'audace, dans son état d'esprit, pour oser le faire. Voilà. Mais je crois que c'est un gardien quand même d'une génération, pas l'ancienne génération, mais pas non plus la nouvelle génération, avec lesquels on est très à l'aise avec ses pieds. Et je pense tout simplement que lui, parfois, a envie souvent, je pense, de dégager peut-être un peu plus souvent les ballons, voilà, parce qu'il est efficace et je comprends tout à fait sa réaction. Bon, le moment de Vincenzo, est-ce que tu as été aidé par Alex du coup pour Non, le non, choisir mais Moi, je ça arrive personne. très rarement dans l'autre sens, mais bon, voilà. J'ai choisi Eupen. Eupen parce que voilà, ils sont en tête de la D1. C'est un club dont très peu de personnes parlent finalement, et pourtant il y a tellement de choses à dire. Sincèrement, un coach qui arrive avec une vraie philosophie là, Stéphane avec, Kramer. exactement, avec un style un peu particulier. Ça, c'est vrai aussi. Voilà, mais je sais pas, il a une bonne tête. Et puis, je voulais revenir sur le but d'Eris. À la 93e minute de jeu, il nous sort une reprise de volée magnifique, techniquement parlant. Franchement, elle est superbe. Et voilà. Ils étaient à 10. Ils étaient à Ouais, 10. surtout La ça. manière dont ils ont réalisé ça, ils ont des vrais bons joueurs de foot. Prelviak, c'est un attaquant qui va marquer son quota de buts annuel. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans un club du top 8. Alors vous allez me dire, Eupen est en tête, ok, très bien, mais il y a plein de bons joueurs. Kayembe, j'aime bien. Peters aussi. Peters, ouais. le plus beau pied gauche de D1, soyons clairs. Voilà, j'aime bien ce qui se passe là-bas et bravo à eux, quoi. On a vu aussi une image un peu surréaliste dans ce match-là, c'est ce supporter en mode Spider-Man. Il était tellement content du côté d'Eupen qu'il est monté sur les filets. C'était aussi l'une des images du week-end. Kevin, est-ce que vous allez nous parler du Standard dans votre moment du week-end ? Du moins de ses supporters. Les images qu'on a vues vendredi dernier à Malines étaient quand même incroyables. Des supporters qui montent sur le terrain à la mi-temps pour aller, j'allais dire haranguer, mais c'est bien pire que ça. Le terme n'est pas bien choisi, les joueurs. Mais avant ça, il y a eu cette interruption, je vais dire plus ludique entre guillemets, avec les balles de tennis lancées sur le terrain. C'est un moyen de protestation comme un autre, peut-être un peu plus pacifique évidemment que des fumigènes. On ne va pas les cautionner non plus. Mais ça m'a rappelé un choc wallon, Charleroi Standard en 2011. 29e journée de championnat, le Standard mène 0-2. Charleroi est englué dans les bas-fonds du classement et les supporters Carolo ont fait de même. Mais là, c'était des milliers de balles de tennis. Il avait fallu attendre très longtemps avant que le match reprenne. Il y a un message derrière ça ? Il y a un message de ras-le-bol, clairement. Les supporters en ont marre au Standard. Peut-être qu'on les prenne un peu pour des idiots. Ils ont l'impression qu'on leur passe de la pommade et que finalement, l'histoire repasse les plats à chaque fois. On en est là encore aujourd'hui. On se parle 3 jours plus tard, 2 jours plus tard, et
on doit encore tout recommencer au Standard. Donc c'est vraiment un ras-le-bol exprimé par les supporters. Et je vous avoue que c'est la première fois que je vois des leaders de groupes d'animation monter sur le terrain et aller prendre des joueurs par le col. On va en parler puisqu'on a le résumé aussi de cette soirée catastrophique, de cette soirée cauchemardesque pour le Standard. Il y a eu des balles de tennis, il y a eu une réaction aussi de la direction, on en parlera aussi puisqu'Mbailey, je vous le rappelle, a été remercié. Avant cela, le résumé de ce Malines Standard. Il y avait Marc et Alex aux commentaires. Ça sort ou pas? Non, il n'y a pas de hors-jeu. Baudard qui sort, la première possibilité peut-être. Et le premier but déjà. Le premier but, ça n'a pas traîné. 3 minutes. Arnaud Baudard. Dommage. Il n'était pas bien donné ce penalty. Ça part. Oh, l'extérieur, il est beau. Et le troisième, trop facile. C'est trop facile, Sandy Walsh, mais cet extérieur du pied là, scène surréaliste, mesdames et messieurs, des supporters qui sont montés, là, qui viennent. On peut comprendre leur frustration, mais pourquoi est-ce qu'on ne les sort pas du terrain? Chacun a le droit de s'exprimer, mais chacun aussi a le droit de rester à sa place. Il y a des devoirs et des droits. Le devoir des supporters est de supporter et de rester dans les tribunes. Ils n'ont pas leur place sur le terrain. Et je peux vous assurer que, alors qu'on entendait Éric de Flandre qui parlait du seul sentiment que peuvent avoir les joueurs et les supporters à l'heure actuelle, c'est la honte, qu'à ce moment-là, il y avait presque des prises de main. Oui. On en est presque venu aux mains entre certains supporters qui montraient leur maillot en disant « Qu'est-ce que tu portes là? C'est ce maillot du Standard, tu n'es pas digne de le montrer. » C'est donné différemment. Ouais, c'est but! But pour le Standard sur une phase arrêtée. Il y a beaucoup de questions, je ne sais pas où sont les réponses et je ne sais pas si quelqu'un sait où elles se trouvent. Et est-ce que vous savez où se trouvent les problèmes? Il y en a évidemment plusieurs, on va en parler, mais j'aimerais avoir votre réaction. On a entendu celle de Kevin qui n'avait aussi jamais vu ça avec notamment les balles de tennis, même si ça vous avait rappelé des souvenirs. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez vu ces supporters au milieu du terrain? On a failli en venir aux mains à un moment donné. En fait, pour être honnête, Marc et moi, on n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. On n'a pas tout de suite vu ça, parce que ça s'est fait de manière assez furtive finalement. Ils n'étaient pas trop nombreux à réussir à monter sur le terrain. Et donc, c'est vraiment quelques instants plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était des supporters du Standard, le réalisateur aussi s'attardant évidemment sur la scène qui était effectivement... Mais vous aviez déjà vu ça ou pas? J'ai déjà été attendu par les supporters avec des clubs, ouais. Pas en plein match, pas à la mi-temps d'un match. Attendu au stade, voilà. Ça c'est déjà arrivé, c'est pas arrivé souvent mais ça m'est arrivé. En plein match comme ça, non, j'ai vu un envahissement de terrain à l'Antwerp à l'époque. Ils étaient encore avant leur retour, bien avant, à l'époque de Patrick Gautz, etc. Mais donc ça c'est inédit. Qui sont montés sur le terrain, oui, mais ça comme ça... Non, j'avais jamais vu ça. Non. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ils auraient pu être plus à monter sur la pelouse. S'il n'y avait pas eu d'échange entre le fameux agent de liaison du Standard et la direction du Standard, c'est pas 4 supporters qui montent sur la pelouse. C'est 700. Voilà. Donc, parce que là, il y avait un vrai mouvement de protestation qui était en train de se créer depuis plusieurs semaines. Et le début de match, le premier quart d'heure, ça a été la goutte de trop. Et heureusement, finalement, qu'il y en avait 4. Sinon, la situation aurait pu être dramatique. Et alors, forcément, on ne cautionne pas le comportement de ces supporters qui vont... agripper, prendre par le cou, par la nuque certains joueurs. Enfin, voilà, ils ont un message à faire passer, mais le faire passer de cette manière-là, je ne suis pas trop d'accord. On a entendu aussi dans les interviews d'après-match, d'une certaine manière, qu'Mbailey pouvait peut-être, on va pas dire comprendre, mais que les joueurs ont eu besoin de ça. Alors, on en vient au niveau de jeu qui a été proposé. Et Kevin, le niveau de jeu du Standard, certains parlent aujourd'hui de sabotage. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ou pas, votre avis? Ouais, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Je crois que sabotage, oui, c'est un peu fort comme mot. Mais clairement, on a vu des joueurs qui n'étaient plus derrière leur T1. Ça se voit pour moi dans le body language, dans la volonté qu'il n'y a plus chez certains joueurs qui y avait auparavant. On voit clairement qu'il y a une cassure, qu'il y a une brisure quand vous prenez 3 buts en 19 minutes. Et qu'est-ce qui a fait que ça a cassé à un moment donné avec Mbailey et son vestiaire? Ça, ce sera une question à lui poser aussi, qui sera le premier à se défendre, mais peut-être on peut parler d'une communication parfois un peu maladroite de la part du coach avec ses joueurs. Il a voulu faire aussi des choix, poser des choix forts avec certains joueurs, et puis peut-être le fait de changer souvent
son idée, son fusil d'épaule, ça ne met pas en confiance des jeunes joueurs aussi qui ont besoin de repères. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de repères dans cette équipe, puis clairement des joueurs qui n'étaient pas à niveau, qui ne prenaient pas non plus leurs responsabilités. On parle de Mbaye, il n'est absolument pas le seul responsable dans cette équipe. Je crois que tout le monde est à pointer du doigt, de haut en bas de la pyramide. Il y a des responsables partout. Alex, je vous ai vu un peu tiquer à un moment donné quand on parlait de sabotage. Pour vous, les joueurs étaient encore derrière Mbaye ou pas? Mais je disais à Kevin, il faudrait vraiment aller relever les stats de course. Courir, ils ont couru, je l'ai dit en première mi-temps, ils couraient mal. Mais tout le monde Ouais. peut courir sur un Non, terrain mais de ils foot couraient aussi. mal. Mais je veux dire, quand vous utilisez le mot sabotage, ça veut vraiment dire, j'en ai rien à, passez-moi l'expression, j'en ai rien à foutre et je ne joue pas. Je ne joue pas du tout. Ici, il y avait probablement des courses alibi, des joueurs qui n'étaient certainement pas suffisamment motivés. Mais moi, j'ai connu des situations comme ça. Alors, Kevin me disait, c'est une autre génération. J'ai connu des situations dans lesquelles l'entraîneur qui était en place ne nous plaisait pas. On sentait qu'il arrivait au bout. Jamais on s'est comporté de la sorte, ne serait-ce que par ego. Moi, j'aurais jamais osé monter sur un terrain de foot en me disant, je vais saboter mon coach, je vais pas courir. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai l'air ridicule. Surtout moi. Alors, si les joueurs pensent comme ça aujourd'hui, et donc je suis peut-être naïf de penser cela, dans le chef de certains, c'est vrai qu'il y a peut-être des questions à se poser, mais je ne peux pas imaginer que l'ensemble de l'équipe ait eu cette attitude-là en se disant aujourd'hui, c'est le match où on va virer Lay. Vince, d'accord avec ça ou pas? Ouais, mais moi je pense qu'il y avait certains joueurs qui pouvaient plus voir Mbaye, tout simplement parce qu'Mbaye, il a un discours cash dans le vestiaire aussi. Et donc, si quelque chose lui plaît pas, si un joueur n'a pas le bon comportement, si un joueur n'effectue pas les tâches qu'on lui avait demandées, il va le dire devant tout le monde. Et je pense qu'à un moment donné, c'est une méthodologie qui, auprès de certains, ne passait peut-être plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut le coupler à un deuxième facteur, c'est que dans ce standard-là, dans ce groupe-là, ils sont où les leaders ? J'ai échangé récemment avec un ancien joueur du Standard. Pendant le match, il me disait « mais c'est pas possible, on peut pas ne pas réagir ». Voilà, il y a un type comme Mbaye qui a quand même une fameuse trajectoire chez nous, qui essaye de devenir entraîneur, mais qui a du caractère, qui a de la personnalité. Et il se retrouve face à un vestiaire qui en manque terriblement. Et à un moment donné, et là je suis pas d'accord avec Alex, je suis sûr et certain que certains ont montré vendredi que c'était trop, c'était fini, qu'il fallait passer à autre chose. Et c'est peut-être une question de génération, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un monde où tout va très vite. Tu prends ton téléphone, tu passes d'un truc à l'autre. Dans un club, tu passes d'un entraîneur à l'autre. C'est comme ça. Et ces joueurs-là, que ce soit Mbaye aujourd'hui, Monsieur Tartampion demain, qu'est-ce qu'ils en ont à cirer, sincèrement. Mais vous parliez d'ego et j'ai envie d'inverser un petit peu l'ordre de cette émission. Justement, petit message à Thomas qui bosse beaucoup avec nous dans Eleven Insiders. On va passer cette interview d'Mbaye qui concerne l'ego. Justement, c'est une interview réalisée par Patrick Stein il y a quelques semaines dans un face-à-face. On en parle juste après. Écoutez, il y a pas mal d'explications autour de ce que l'on vient de dire. Quand on commence à te reconnaître dans la rue, dans les centres commerciaux, qu'on commence à prendre des photos, l'ego peut changer la personne. La manière de travailler, la manière de vivre au jour le jour peut changer la personne. Et on doit veiller que les joueurs, que tout le monde reste à sa place, même si on a une notoriété un peu plus élevée que certains d'autres. Et ça, c'est la bagarre de tout un entraîneur. Et c'est ce que je disais tantôt. On est presque plus des entraîneurs de foot, on est des managers. Le comportement de la personne en face est très important. Si tu veux que je te respecte ou si je veux que tu me respectes, je dois te le donner. Cette réciprocité, j'y tiens. Vincenzo, vous en parliez tout à l'heure, justement, d'avoir un discours clair. Le comportement du vestiaire, ça a pu faire en sorte qu'ils perdent certains joueurs. On parle des plus jeunes. Ils donnent des exemples qui sont concrets. Certains ont pris de gros coups, si on lit entre les lignes. Oui, clairement, mais au Standard, c'est pas un mal qui vient d'arriver au Standard. Le vestiaire a pris un pouvoir incommensurable depuis 5-10 ans, peut-être plus ces dernières années. Combien d'entraîneurs ont été mis de côté par l'attitude, moi j'en reviens à ça Alex, l'attitude de certains joueurs. On a donné trop d'importance au vestiaire. Alors celui du Standard aujourd'hui, c'est peut-être le plus calme, le plus bisounours de ces dernières années. Je rejoins Vincenzo, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de mentalité, de grinta. Ce que Mbaye incarne clairement et voulait incarner dans son groupe, il voulait donner ça à son groupe, c'est pas passé du tout. Donc il y a une grosse remise en question à avoir aussi au niveau du noyau où les joueurs ont parfois beaucoup trop d'importance dans la situation finale du club aujourd'hui. Et qui est responsable de ça, justement, dans les clubs ? Parce que Kevin nous le dit, ça fait plusieurs années que ça dure. Est-ce que ça va changer déjà ? Mon avis, c'est qu'il faut au Standard une structure claire.
Bruno Venanzi, il est le président depuis 2015. Il a déjà essayé plein de choses. On ne va pas revenir sur l'épisode de Van Buiten, notamment, et le duo qui formait, l'arrivée de Michel Prudhomme, dont on attendait monts et merveilles. Et on peut également faire le bilan de cela. Le nombre d'entraîneurs consommés depuis 2015 10. 10, ce sera le 10e le prochain. Vous imaginez, c'est quand même assez hallucinant. Alors, on sait qu'il y a des problèmes financiers qui viennent s'ajouter à ça, mais si on ne démarre pas d'une structure claire, de la direction au staff technique, et ensuite, avec les joueurs, ça n'ira jamais. Ils ne vont pas recommencer tous les 6 mois, tous les 9 mois. C'est pas possible. Il faut de la stabilité. Et la stabilité, pour moi, elle passe par la structure. Celui qui prend les décisions, c'est le président. Donc, voilà, à un moment donné, il a aussi un rôle et il a quelque chose à dire, à faire, à mettre en place. Il faut que ça soit clair désormais. Le standard ne peut pas bâtir ou rebâtir tous les 6 mois. Moi, je prends souvent l'exemple de Bruges avec Manhart et Verhaeghe, dans une moindre mesure celui de Gand, même s'il a aussi eu des oppositions, je sais, entre le vestiaire et la direction à un moment donné. Sont des gens qui sont là en place depuis de nombreuses années, un peu comme l'est maintenant Venanzi, parce que ça fait quelques années qu'il est là. Et l'interview d'Mbailey à la fin, qui je pense a été mal interprétée, moi c'est ce que je disais ce matin. À la fin du match. Oui, il n'a pas attaqué Venanzi en disant qu'il fallait quelqu'un qui fasse peur et qu'il en avait marre de jouer les méchants. C'est pas lui qui l'a attaqué. Il a voulu dire qu'il manquait quelqu'un à ses côtés, en plus de Bruno Venanzi, qui ne sera jamais une personne comme cela d'ailleurs. Donc je suppose un directeur sportif, c'est à ça qu'il faisait référence, en tout cas une autre personne qui puisse incarner cette crainte. Je veux dire, parce que pas de la peur, parce que avec la peur on n'obtient rien, mais une crainte. Et vous savez quoi, Alex? Vous parlez de cette interview, ça tombe Voilà. bien, on l'a, comme ça permettra à tout le monde de bien se remettre les idées en place. Voici l'interview d'Mbailey après match. C'est malheureux d'avoir besoin de supporters qui rentrent sur le terrain, qui foutent le bordel un peu, et qu'on voit une autre équipe différente. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps? Ici, ce n'était plus question de parler football. Ça ne sert à rien. Je pense que les gens qui m'apprécient un peu, les messages que je reçois après 18 minutes que tu vois le score du jeu, que tu es derrière, ce club a besoin de quelqu'un que les joueurs ont peur. Moi, j'en ai marre de faire le méchant tout le temps, faire le gentil avec eux, de gueuler. Je ne vais pas gueuler tout le temps. Je vais pas, mon job à moi, c'est de les entraîner, c'est de les préparer. Ils ont besoin de ne pas avoir peur de quelqu'un. Est-ce que je comprends bien le message? Ça veut dire que... Non, mais le message, tu sais, il faut toujours garder cette confiance avec ce groupe, avec cette qualité. Et on doit se relever de toute façon, de quelle que soit la situation. Mais voilà, quand tu aimes le Standard, comme les gens, ils ont autant mal aux fesses que moi sur le long de la ligne. On n'est pas dans la tactique, on n'est pas dans le... C'est dans la responsabilisation de chacun. Responsabilisation de chacun. On parlait d'un homme fort, Alex. Je vous ai gentiment coupé, mais ça veut dire qu'il faut un homme fort où? C'est à quel poste? Et ce serait qui? Quelqu'un qui incarne effectivement de la crainte auprès des joueurs. Je rebondis sur ce que disait Vincenzo. Je n'élude pas la question, je vais vous répondre. Je vous remercie. Mais Michel Prudhomme est arrivé pour ça. Il est arrivé parce qu'il incarnait vraiment ça. Et Yannick Ferreira, un jour, j'avais une discussion avec lui, il m'a dit, tu sais, c'est quoi la force de Michel? Sa plus grande force qu'il avait eu l'occasion de travailler avec lui, c'est que quand il arrive quelque part, son CV est tellement énorme et il a une légitimité tellement naturelle qu'il fait peur au groupe, il inspire de la crainte et du respect naturellement. Et ça, c'est sa plus grande force grâce aux années qu'il a accumulées. Même lui, il a eu des difficultés. Et donc, pour répondre à ta question, Jérémy... est-ce qu'il faut un T2? Est-ce qu'il faut un nouveau directeur technique? Est-ce qu'il faut un nouveau président? Moi, voilà, et franchement, et je le dis encore une fois, en toute honnêteté, Marc me pose la question, je vois Luciano apparaître dans mon esprit parce que je fais un lien de cause à effet, mais pas du tout parce que c'est le Standard, parce qu'il incarne ça. J'ai discuté avec lui un jour d'un contrat éventuel. Je vous assure que ça m'a marqué. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, Kevin, je me tourne vers vous, ça fait 12 ans que vous êtes au Standard, un retour de Luciano D'Onofrio? Est-ce que c'est une bagarre d'ego, peut-être aussi avec le président, etc. Qu'est-ce qui empêche qu'il revienne finalement? Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Je crois que c'est peut-être un peu malsain aussi d'avoir tout le temps le fantôme de Lucien D'Onofrio qui plane autour du Standard, ne serait-ce que pour les personnes qui sont en place aussi. Alors c'est vrai, on parlait du CV de Michel Prudhomme, il en impose, et je rebondis sur ça, les joueurs savaient que Michel Prudhomme était intouchable. Donc il n'aurait jamais eu ce comportement-là, même si, ça c'est certain, c'est avéré, certains en avaient un peu assez aussi de ses méthodes, et ça n'allait plus. Mais il savait très bien qu'il ne bougerait pas.
Lucien Donofrio, c'est vrai qu'il a son passé pour lui. Il a réussi au Standard, il a réussi à l'Antwerp. On se souvient aussi qu'au Standard, il a fallu attendre longtemps avant que la sauce prenne. Il y a eu pas mal de remous aussi. Donc, moi, je suis pas tout à fait friand de reprendre les anciennes casseroles pour refaire la même soupe, je vais dire ça comme ça. Mais ici, est-ce qu'il va revenir? Je n'ai pas le sentiment pour le moment, clairement. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais lui ne sort jamais du bois. Il faut aussi venir avec des investisseurs. On sait que Lucien Donofrio ne va pas venir investir au Standard lui-même. Ça, il ne le fera pas, il ne l'a jamais fait. Ou alors il va nous surprendre, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Donc voilà, c'est une question qui est en suspens depuis trop longtemps. Mais c'est un profil comme ça qui est recherché. Si c'est pas lui, qui ça pourrait être? Tu sais, et là, on bloque un peu. Quand tu vois aujourd'hui encore le respect qu'il inspire auprès des gens avec qui il a travaillé, il y a peu de gens qui osent le critiquer très ouvertement. Et même en dehors de la communication officielle. Vraiment, il incarne, mais ça peut être lui ou d'autres. Moi, j'ai connu d'autres présidents qui étaient aussi comme ça, qui étaient plus discrets, d'un autre style, mais qu'on craignait. Quand il te ramène Zidane pour offrir le soulier d'or à Steven Defour, ça parle aux joueurs. Ouais. Mais même au-delà de ça, c'est un élément symbolique. Mais tu sais, je ne sais plus qui fréquentait cette équipe à l'époque, c'était Witzel, Fellaini, tout ça. Enfin bref, il voit ça, il voit Zidane arriver. Et remettre un soulier d'or à Steven Defour. Mais tu t'imagines la symbolique pour eux, ce que ça représente. Ça veut dire beaucoup de choses. Et en cela, malheureusement, c'est très artificiel, c'est très superficiel. Mais tu l'évoquais tout à l'heure et je te rejoins à 100%. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça. Ça fonctionne bien. Voilà. Les réseaux sociaux, la vitesse avec laquelle on diffuse des informations, s'afficher sur Instagram, patati, patata, c'est connerie tout ça, on est bien d'accord. Et il ferait mieux parfois, effectivement, de penser à d'autres choses. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Vincenzo? Mais moi, je pense qu'il faut quelqu'un de charismatique, d'une part, ça c'est clair. Ça renvoie forcément à Luciano Donofrio. Quelqu'un qui connaît son métier aussi, son travail. Un directeur sportif qui a un réseau, qui connaît la réalité du terrain, la réalité du club, la réalité financière du Standard. Voilà. Et puis un directeur sportif qui a envie de travailler avec un coach, qui a un lien. C'est un secret de Polichinelle. Lei Niquez, c'était biaisé dès le départ. Donc comment veux-tu que ça fonctionne entre un T1 et un directeur sportif pour reconstruire un noyau, reconstruire une équipe compétitive? Ça pouvait pas fonctionner Et à la c'était base. pareil avant, Michel Prudhomme, Olivier Renard, ça passait pas du tout non plus. Donc on en revient toujours à la même chose au Standard, des problèmes de... Daniel aussi, je pense. Voilà, Daniel aussi, des problèmes au niveau relationnel, et c'est le sportif qui en pâtit. Le Standard est 12e aujourd'hui, en grande partie à cause de problèmes comme ceux-là. Problème structurel, on y revient. Voilà. Ouais. Mais non, parce que tu évoquais l'Antwerp, Vincenzo ou Kevin, mais les résultats qu'il a fait très vite, c'est quand même assez incroyable de faire ça avec son réseau de joueurs. Il a construit une équipe, il gagne la Coupe de Belgique, tout le monde se dit ce jour-là, c'est pas possible, ils vont pas la gagner avec l'Eco. Il a construit une équipe en quelques semaines, et puis Europa League, Coupe de Belgique, tu es là, tu joues les playoffs 1, mais qui est capable... Enfin, il faut déjà un sacré réseau pour être capable de faire ça en si peu de temps. C'est vraiment... En fait, on n'a jamais laissé la chance à Mbailey. Et je suis aussi là pour ça, rappeler que le début de son mandat en tant qu'entraîneur, il avait commencé, vous vous en souvenez, avec 4 victoires. Voilà. Mais après, on sait que ça s'est un petit peu dégradé. Est-ce qu'on lui a laissé le temps? Est-ce que c'était biaisé? Ceci dit, moi j'en ai parlé dans ma chronique ce matin. Je trouve que c'était pas un affront d'accepter d'aller entraîner en U21. Je sais qu'on lui a proposé, c'était pas un affront. Parce que selon moi, et je le dis en toute modestie, si tu me dis demain, tu dois aller entraîner le Standard, même avec l'expérience que j'ai acquise dans des différents milieux, je te dis non, je suis pas capable. Je saurais pas. Il y a tellement de points que tu maîtrises pas, surtout dans un club qui est malheureusement bancal actuellement financièrement, que cette expérience des U21 n'est pas à négliger. Et j'ai pris l'exemple de Philippe Clément, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, j'ai pris celui-là parce qu'il est le plus éloquent et sa trajectoire est assez incroyable. Il a tout fait, il a été analyste, il a entraîné, il a fait de l'entraînement spécifique à Bruges, il a entraîné les U21, il a fait de l'analyse vidéo comme je le disais. À Western Beveren, c'est lui, quand il y est allé, qui s'est senti prêt après un gros écolage avec Michel Prudhomme, mais c'est lui qui est allé faire lui-même, tu te rappelles, nous l'avait expliqué, la recherche des joueurs, c'est lui qui l'a fait lui-même, le recrutement. Et ensuite, voilà, il a eu les résultats qui ont suivi, il a appris à travailler en autonomie aussi. Et je pense que ça, c'est un apprentissage qu'Mbaye, je le dis très gentiment à son égard, ça aurait pu être intéressant pour lui. Je pense que la volonté d'Mbaye, c'était de continuer comme adjoint de Michel Prudhomme. Voilà, lui, on le parachute à un moment donné, ou en tout cas, on lui propose de revenir en tant que T1. Difficile de refuser. On l'a dit, c'est un dommage collatéral du départ de Michel Prudhomme. C'est clair, il s'y attendait pas non plus.
à ça. Le but était encore d'être écolé une année Exactement. pour après reprendre le flambeau. Après, on ne peut pas en vouloir à Mbaye de se dire à ce moment-là, moi je me sens prêt à entraîner, à devenir T1. Je pense aussi qu'il n'était peut-être pas prêt pour ce standard-là, avec ses problèmes, les problèmes qu'il rencontre. Passer par la case du 21 aurait été peut-être une bonne solution, mais lui, à ce moment-là, dit non, je suis prêt pour un poste de T1. Il refuse, il attend son heure, et d'ailleurs, les dirigeants, quand ils se sont séparés, ils ne se sont pas dit adieu, ils se sont dit à plus tard, et 6 mois après, il était de retour au standard, mais dans une situation tellement compliquée. On parlait du 12 sur 12. On parle souvent de choc psychologique, même si ça ne se passait pas mal avec Montagnier. À l'inverse, ici, et là c'est Mais ici, la grosse différence. Est-ce qu'il pourrait y avoir un choc psychologique? Je vous avoue que ce matin, j'ai passé mon temps à appeler des clubs de supporters, à m'entretenir avec des supporters du Standard. Et souvent, ce qui revenait, c'était, écoutez, vous mettez Zidane, c'est la caricature, à la place d'Mbaye, ça ne changerait pas grand-chose. Qu'est-ce que vous Parce avez qu'eux envie pensent de que leur le dire? noyau est nul. Ou, Ça va dans ce sens-là. dans ce sens-là, parce qu'il Le problème est à ce niveau-là, oui. Non, faut pas exagérer quand même. Hein. Moi, je Il y a répète. de la qualité je trouve dans ce noyau. Non, non. donc, C'est Il y a pas- de la qualité, mais ça dépend ce qu'on vise. Oui, voilà, mais tu peux pas jouer les 3 premières places. Ah je suis ben non, d'accord. mais même les 6 premières places. Moi, je pense que top 8, tu peux jouer. C'est ta place avec ce noyau-là, je pense. Et peut-être un peu mieux en sur-régime, un petit peu. Maintenant, jouer les 3-4 premières places, je suis d'accord, tu peux pas. L'objectif- Actuellement, c'est difficile. L'objectif du club n'a jamais été clairement le top 4 cette année, c'était de faire mieux que la saison passée. Donc voilà, on n'a J'ai pas quand mis même eu la des barre très, dirigeants très haut. qui nous l'ont dit. Hein. Ouais, Top c'est- 4. Après, En on, vraiment après, il y a le discours de façade, hein, Vincenzo. Tu sais, s'ils disent ça aussi, ils envoient un mauvais signal en façade. Est-ce qu'ils pensent vraiment en off? Voilà. Bon, Ouais, mais bref. quand on invite, un Benjamin Niquez et qui vient nous dire en début de saison l'objectif c'est l'Europe, donc c'est le top 4, parce que. Mais est-ce qu'il le peut dire président- autre chose? Mais en attendant, c'est comme ça Ouais. qu'il communique. Et les supporters se basent là-dessus aussi. Donc il faut, c'est sûr. réfléchir. à cette Ouais, je communication. suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais tu sais, c'est pas mentir, hein, mais voilà, tu es obligé. Si tu dis que tu vas jouer le maintien, tu as un problème aussi. Il va pas dire ça. Mais je pense que voilà, c'est à ce moment-là que la fameuse année de transition sort. Hein. C'est toujours à ce moment-là où ça va être une année de transition. Là, je l'entends beaucoup. Dès qu'il y a des mauvais résultats, Ouais, c'est c'est la l'année de mode, transition. Enfin bref, voilà. Moi, je pense que c'est une situation compliquée parce que quand tu es dans un grand club, tu dois aussi afficher un peu tes ambitions, ne serait-ce aussi même vis-à-vis des adversaires, psychologiquement. Donc voilà. Bon, quelques chiffres aussi pour illustrer le passage d'Mbaye au Standard. C'était dans le cahier de la DH d'ailleurs ce matin, petite passe là aussi. 36 matchs pour Mbaye, 16 victoires, 15 défaites et 5 partages. Et quand on regarde le nombre de buts marqués et buts encaissés, c'est aussi là que j'ai un peu tiqué. C'est 61 buts marqués et 63 buts encaissés. C'est un petit peu inquiétant. Certains lui reprochent, et on va terminer par là, le manque de fond de jeu, d'idées tactiques. Vous en pensez quoi? Ouais, moi, je pense qu'on n'en est plus là quand à un moment donné, tout part en vrille. Ça devient difficile à ce moment-là. Hein. Ça devient très compliqué. C'est vrai que tu peux parler tactique quand l'équipe est en place, qu'elle est structurée, que tu as aussi du choix, parce que c'est important d'avoir du choix, de ne pas avoir que 11 joueurs, mais d'en avoir 7 ou 8 derrière. Est-ce que les joueurs ont adhéré par rapport à ça? Sans doute que non. J'ai évoqué aussi le fait que... Il y a quand même des Carcella, Lestienne, du Oui, mais- aussi qui sont laissés Mais tu sur vois, le côté. par exemple, c'est ça, pour le comportement, nous dit-on. Oui, mais ça, et je pense qu'Mbaye, il sortira bien meilleur entraîneur de cette situation. Hein. Il a appris beaucoup. Rappelle-toi le discours qu'il a à l'égard de Carcella au tout début. On a parlé, il voulait vraiment en faire son maître à jouer. Il sait que Mehdi, il a besoin de ça aussi. Il sait aussi que lui, il a besoin de lui parce que c'est un super joueur. Ça, il y a On a fait personne son qui le... capitaine. Hein. Voilà. Et puis, il explose, il lui pète à la figure, hein, on peut le dire comme ça. Il est obligé d'avoir un discours totalement différent quelques semaines plus tard parce que le joueur lui a pas rendu ce que lui a donné. Il a regretté d'avoir Il a- dit ça oui, et d'avoir fait ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il a appris. Et je pense que ça, par exemple, il ne le fera plus. Maintenant, pour revenir au problème de fond de jeu, je crois aussi qu'il y a des joueurs qui, à un moment donné, ok, l'entraîneur te fait une mise en place tactique et te dit ne monte pas trop vite ou en tout cas fais attention à ce qui va se passer dans ton dos quand il y aura une reconversion. Mais si à un moment donné, tu ne le fais pas, il faut prendre un autre pour qu'il le fasse à sa place. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner parce que je ne peux pas imaginer que Ley n'ait pas dit à un moment donné à Siké, j'allais encore dire à Siké ou à Nkunku qui a joué côté gauche, qui a fait exactement la même chose durant ce match. Écoute, sur les phases de reconversion, sois un peu plus proche du défenseur excentré concerné. C'est pas possible. Ou Ok, dire... Alex, mais le problème, c'est que Siké, il n'a pas de concurrence. Mais voilà. Donc, il est obligé de le mettre. on en À un fait moment... le noyau. et puis, en plus de ça, et c'est encore plus insidieux, c'est qu'il vaut de l'argent maintenant. Et quand un joueur commence à valoir de l'argent dans un club comme le Standard, qui aujourd'hui est quand même en proie aussi à cela,
à devoir bien vendre ses joueurs. C'est délicat. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi derrière avec les agents, etc. et les offres potentielles. Donc, c'est délicat à ce moment-là pour prendre une décision. Avant de parler de la suite et de qui serait le profil idéal pour remplacer Mbaye, les dernières infos, Kevin, avec vous concernant les investisseurs. On sait que ça bouge et que ça devrait bouger dans les prochains jours. Oui, on sait bien que Bruno Venanzi avait mandaté la boîte, une boîte pour contrôler un petit peu tous les investisseurs potentiels. Il y a plusieurs noms qui circulent. On a parlé ce matin du groupe anglais Nick Group, à la tête de Tottenham notamment. Ils ont des parts dans plusieurs groupes, dans plusieurs clubs européens. Bruno Venanzi était à Londres mardi dernier. On verra peut-être dans les prochaines semaines, je pense dans le courant du mois de novembre, peut-être l'arrivée de nouveaux investisseurs. On parle bien d'investisseurs et pas de rachat parce que non, Bruno Venanzi veut rester, hein. le rachat complet n'est pas à l'ordre du jour. Bruno Venanzi entend demeurer président du Standard de Liège. Je pense qu'on part sur un modèle 50-50, comme c'était le cas dans le deal avec François Fornieri, qui a avorté, hein, comme on le sait. Bruno Venanzi, à ce moment-ci, maintenant peut-être a-t-il changé d'avis après tous les récents événements, mais n'a pas envie de vendre totalement le club. Mais je pense aussi quand même que c'est la dernière chance, je vais dire, pour Bruno Venanzi de réussir au Standard. C'est bien s'entourer et ne plus faire d'erreurs maintenant. Je ne pense pas qu'il en a jusque-là, honnêtement. C'est son argent finalement, c'est clair que c'est lui qui perd de l'argent au final. Hein. Il ne doit pas être content non plus de la situation. Non, c'est sûr. C'est décourageant. Il ne doit pas être content de la situation. Mais c'est un supporter avant tout, c'est aussi pour ça qu'il s'accroche. Supporter à un moment donné, soit président, soit supporter. Je sais, Vincenzo, mais je crois que maintenant, à l'usure, il a dû se rendre compte à quel point c'est un boulot emmerdant. Parce que là, il a quand même eu beaucoup plus d'ennuis, dire comme ça, que vraiment... Il y a eu des belles réussites, hein, les Coupes de Belgique notamment, où je pense que ce sont des moments exceptionnels pour lui, de vie également, en tant qu'homme. Mais il y a aussi quand même énormément de moments, et qui guettent encore, hein, qui sont latents. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas eu de stabilité. Il n'a pas réussi à installer son standard, on va dire, de manière continue dans le top 4, avec une santé financière positive, avec un entraîneur qui a pu travailler sur le moyen terme, je n'ai même pas utilisé le terme le long terme, ça n'existe pas. Mais donc voilà, il est quelque part responsable aussi. Et puis, soyons clairs, il a besoin d'argent. Hein. Enfin, il a mis de l'argent. Là, le Standard, il cherche combien ? 15 millions d'euros, je ne sais pas. Clairement, sans ce mercato démentiel de 2019, le Standard n'en est pas là aujourd'hui. Et on ne peut pas en vouloir à Bruno Venanzi d'avoir donné au départ les clés à Michel Prudhomme en se disant, voilà, c'est ce qui se fait de mieux en Belgique. Ça va marcher, ça va fonctionner. Là, on ne peut pas lui en vouloir. Il y a eu des erreurs de casting avant qu'on a pu pointer du doigt et que là, c'était clairement une erreur de sa part. Et là, il pense le bien pour son Standard en donnant les clés à Michel Prudhomme. Et après, 30 millions plus tard... mais il lui donne les clés et il lui donne une triple casquette. Oui. Donc voilà, on en revient à la séparation des pouvoirs. Il y a les émotions du supporter et le fait d'être patron d'entreprise. Je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, bien sûr, un club de foot est une entreprise comme une autre. Je crois qu'il a confondu le supporter qu'il est. Et je pense aussi l'infini respect qu'il vouait à Michel Prudhomme. Parce que je me suis laissé entendre dire que c'était vraiment une icône pour lui. Bon, le dernier entraîneur champion, c'est Bologna. Enfin, c'est lui qui avait ramené le premier titre depuis des années. Et je pense que ça l'a vraiment, finalement... ça ne lui a pas permis de décider de manière objective, d'analyser la situation effectivement avec objectivité. Et lui aussi, je pense qu'après toutes ces années, il aura appris de cela. Et il aura appris à garder la tête froide surtout. C'est une belle conclusion. L'occasion aussi de vous rappeler que Patrick Hasselmann et Eric de Flandre vont aussi suivre le même chemin qu'Mbaye et donc vont être remplacés. On parle de Jean-François Gillet pour reprendre l'intérim. Oui, c'est ça. On va mettre à profit la trêve ici pour trouver quelqu'un. Mais maintenant, on parle de trêve, on dit qu'on a souvent le temps, mais je pense que le temps presse pour le Standard. Pourquoi ? Déjà, il y a 14 internationaux qui ne sont pas là. Donc mais vous êtes bien informé. On parle de Will Steele. Ouais, mais bon. Il faut maintenant un profil avec une personnalité effectivement forte aussi. Je ne dis pas qu'Mbaye n'en avait pas une, loin de là, mais il faut aussi un staff complet. Et ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, effectivement. Il faut Peter Mas. Peter Mas est libre. Il a du caractère apparemment. C'est le bon profil. On parlait d'ancienne école et d'autres générations. Je crois que ça ne colle pas du tout. Messieurs, la suite. Ce ne sera pas moi, en tout cas, l'entraîneur. Non. Pourtant, vous savez y faire en matière de jeunesse, Alex. Et il faut pouvoir les gérer, ces jeunes du Standard. Oui, c'est vrai que là, il y en a quelques-uns. Mais bon, malheureusement, et je trouve que l'interview de... Je ne me souvenais pas de cette interview qu'avait donnée Mbaye concernant l'ego qui change, c'est très vrai. Et c'est vrai dans tout. C'est pas que dans le foot, hein. C'est vrai dans tout. Ça, c'est le gros problème. Ouais. Gros problème. Et dans tous les sports, croyez-moi.
Voilà. Donc là, pour la suite, vous buguez aussi. Vous Oui, attendez. moi je suis très attentiste. Hein. Écoutez, Carpe Diem. Hein. Voilà. Vous me Vince. trouvez- Non, mais tu parlais de Will Steele. Effectivement, il y a eu un contact entre la direction du Standard et Will Steele. Vendredi soir. Oui, pas plus tard qu'hier encore. Mais voilà, qui aujourd'hui a les reins solides pour reprendre ce standard-là? Qui a envie de se lancer dans ce projet? Il faut quand même quelqu'un qui est aguerri à notre D1, qui connaît le championnat de Belgique. Tu ne peux pas parachuter un Argentin comme Aubert Scott, par exemple. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Tu dois avoir quelqu'un qui connaît la D1, qui veut bien travailler dans ces conditions-là. À quel prix? Parce qu'il n'y a rien à faire. On a évoqué les finances, il faut le payer, mais combien veulent-ils mettre aussi? Avec une obligation de résultat, parce que si tu vires ton coach, c'est que tu n'es pas satisfait du bilan comptable, c'est qu'à un moment donné, les résultats doivent suivre. C'est presque la perle rare là, que le Standard recherche. Hein. Donc, je ne sais pas, honnêtement, il n'y a personne qui me vient en tête. J'ai souvent entendu Marc Wilmots. Mais tu sais, hein, juste une dernière chose, je trouve que là, quand on parle de la manière comme si c'était le coach qui devait aujourd'hui aider le Standard. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est le Standard qui, en accueillant le coach, va devoir l'aider. Je reviens sur ton idée première. Et quand tu auras ça, à ce moment-là, ça pourra marcher. Mais c'est pas aujourd'hui le coach qui, tout à coup, comme Harry Potter, va venir faire des miracles au Standard. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est dans le sens inverse. Le mot de la fin pour Kevin Sauvage. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir peut-être les deux frères Steele dans les deux clubs wallons. On n'en est pas encore là. Le mot de la fin, Kevin. C'est vrai que, comme je disais, le temps presse et ce club et ses supporters aussi méritent mieux que ce qui se passe pour le moment au Standard. On parlait du niveau de jeu face à Malines. Moi, ça fait 12 ans que je suis le Standard. J'avais rarement vu un match comme ça, à part peut-être ceux qui s'en souviennent et qui étaient sur place, Molde Standard en 2015. Mais voilà, ça fait de la peine de voir un grand club comme ça qui patauge un peu dans la semoule. Donc il faut maintenant clairement des personnalités fortes et une ligne de conduite maintenant, et s'y tenir vraiment, ne plus changer et aller de l'avant. Quoi qu'il se passe, vaille que vaille, et continuer à garder le cap. Quoi. J'ai l'impression qu'on va encore parler Standard dans les prochains Eleven Insiders. Merci en tout cas de vous être rendu disponible, Kevin, dans une actualité bien chargée, dans une journée bien chargée. Vous allez switcher les positions avec l'un de vos collègues, puisque Christophe Franken va nous rejoindre pour parler de la Belgique-France. Alex, vous nous quittez aussi, Oui. paraît-il. Oui, Ça y est, écoutez, changement. On vous remercie d'être passé déjà. Oui. Agenda chargé. Agenda chargé. J'ai rendez-vous avec les dirigeants du Standard, d'ailleurs. D'accord, eh bien, on vous laisse. Bonne négociation. Maxime Brigand va nous rejoindre aussi pour évoquer l'équipe de France, puisque oui, J-3 avant la finale Belgique-France, on en parle tout de suite. Bah oui, J-3 avant cette demi-finale de Nations League. Vincenzo Churro est toujours là pour cette deuxième partie. Merci d'être resté parce que tout le monde s'en va. Avec grand plaisir. Christophe Franken a remplacé Kevin Sauvage. Ça va, Christophe? Salut, très bien, très bien. On va parler diable. Évidemment. On va vous demander votre top 3 dans quelques instants. Mais on n'est pas seul, puisque Maxime Brigand, journaliste pour SoFoot, est avec nous. Salut Maxime. Salut. Merci d'être là. On va avoir besoin de vous aussi pour voir un peu l'actu des Bleus. On va commencer, si vous le voulez bien. Mais justement, tiens, avec vous, votre top 3 des Bleus ce week-end, ce serait lequel? Si on doit sortir 3 Français qui ont brillé ce week-end, peut-être Mike Maignan déjà, avec le Milan, qui a été très bon sur la pelouse de l'Atalanta. Bon, il sera numéro 2, il ne sera pas contre vous normalement. Il sera Hugo Lloris, mais bon, il est passé numéro 2 dans la hiérarchie. On peut parler d'Aurélien Tchouaméni aussi, avec Monaco, qui a été très très bon contre Bordeaux, qui devrait potentiellement être titulaire contre la Belgique. Il a fait ses premiers rassemblements en septembre, il était très 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 bon et il l'a confirmé depuis. Et puis Thomas Lemar quand même contre le Barça qui a fait un match assez extraordinaire. Bon, il n'est pas dans la liste, mais on espère le revoir bientôt comme un Christopher Nkunku, ce genre de joueur qui marque des points dans ce début de saison, mais pour l'instant Didier Deschamps fait du Didier Deschamps. Conservatisme. Bon, voilà, les autres Bleus se sont un petit peu, comment dire, vautrés ce week-end, ou est-ce que c'est inquiétant en fait avant le match contre la Belgique là? Non, c'est pas inquiétant. Karim Benzema n'a pas fait son meilleur match de la saison, évidemment, comme son équipe, mais vu le début de saison, on n'est pas trop inquiet. Peut-être le plus inquiétant, ça pourrait être un peu Kylian Mbappé, qui n'avait pas joué lors du dernier rassemblement et le PSG a perdu son premier match de Ligue 1 ce week-end. Contre Rennes, et il n'a pas été forcément excellent, même s'il avait été quand même très très bon contre Manchester City en Ligue des Champions. Mais non, globalement, les
les Français vont bien, rassurez-vous. Oui, je ne sais pas si on doit se rassurer, mais écoutez, on est très heureux de l'apprendre. Christophe, le top 3 des Diables, tiens, pour rendre le change à Maxime Brigand. Ouais, on va utiliser notre plus belle arme, hein, Kevin De Bruyne. Ça fonctionne toujours bien, un petit KDB. Ouais, ça calme toujours un petit peu. Mais non, il n'a pas fait finalement, il a fait un début de match catastrophique. C'est assez étonnant, il ratait toutes ses passes. Liverpool. Mais il tentait toujours, ça reste De Bruyne. Même à Anfield, même en ratant tout, il continue à tenter. Et finalement... Il met un superbe but. Et c'est son premier à Anfield, alors qu'il connaît la Première Ligue. Donc voilà, Kevin De Bruyne. Ouais, deuxième, Salmakers. Pas parce qu'il a fait le meilleur match de sa carrière ou même de sa saison ici, mais je trouve simplement il continue à enchaîner. On sait qu'il est souvent en concurrence avec Florenzi, mais malgré tout, c'est lui qui continue à être le titulaire. Pourtant, Florenzi, même si au PSG, ça n'a pas été une grande réussite, ça reste pas n'importe qui. Et il joue. Avec Castillero à la base, il l'a renvoyé sur le banc. Et je trouve que quand on voit les difficultés des joueurs belges quand ils quittent le championnat de Belgique, et parfois pas pour des clubs aussi grands que l'AC Milan, je trouve que ce que fait Salmakers jour après jour, semaine après semaine est assez impressionnant. Et en plus, on retourne jouer en Italie. Et le troisième, là, c'est très spécial. Il n'a jamais joué chez les Diables, mais il aurait pu. C'est Charlie Moussonda Junior, qu'on a oublié complètement. Mais après 2 ans et presque et demi, 2 ans et 3 mois, il a rejoué son tout premier match complet. Donc ça faisait depuis mois d'août 2018 qu'il n'avait plus joué un match. Là, avec les U23 de Chelsea, il a joué 90 minutes, battu contre Blackburn. Mais c'est vraiment chouette de voir un joueur, sans doute un des plus grands talents qu'on ait jamais eu en Belgique, je pèse mes mots. C'était le niveau Eden Hazard, théoriquement. Et il aurait peut-être même dû arrêter sa carrière. Il a continué, il a forcé, et il est là de retour. Donc on peut que lui, c'était que le meilleur, surtout qu'il aura 25 ans la semaine prochaine. Le niveau Eden du Real maintenant ou de Chelsea? Le vrai d'Eden. Le vrai d'Eden. Vincenzo, le top 3. Il a fallu gratter quand même pour. Oui, voilà. La preuve que c'était pas le bon. Non, mais moi j'ai pas de top 3 parce que ça n'a pas été foufou. Soyons clairs. Non, moi j'ai un joueur qui est même pas avec les Diables Rouges. Il change les règles. Non, mais qui sera peut-être avec les Diables Rouges là dans les prochains mois. C'est Arthur Théâtre. Je reste en Italie parce que ce que fait Théâtre aujourd'hui déjà avec son club de Bologne, c'est quand même fou. Buteur, passeur décisif ce week-end, il avait marqué pour ses premières minutes, on s'en souvient, lors de la raclée face à l'Inter, mais certes. Les premières fois titulaires. Voilà, et adoré déjà par les supporters locaux. Donc voilà, on cherche des défenseurs centraux avec les Diables Rouges, gauchers en plus. Donc pourquoi pas, s'il continue à progresser comme ça, à mon avis, il va rentrer quand même dans le giron des Diables Rouges, pas dire assez rapidement, mais il va être pris en compte par Martinez. Et la mentalité. Voilà pour le top 1 de Vincenzo Avec Churro. plaisir. Maxime Brigand nous a dit, ne vous inquiétez pas pour les Français, ils vont bien. Doit-on s'inquiéter pour les Belges ou est-ce qu'ils vont bien aussi? Ça va? Il y a un peu plus d'hésitation. Ils vont moins mal qu'à l'Euro quand même, je trouve. Donc ça, c'est individuellement et dans leur situation en club. Voilà, on a Eden Hazard, il va quand même un petit peu mieux qu'à l'Euro, quand il arrivait en tout cas de son club. De Bruyne, il n'est plus blessé, on l'a cité ici dans le top. Lukaku, il reste sur 5 matchs sans marquer. Ça fait bizarre, mais le fait qu'on le souligne que ça fait 5 matchs qu'il n'a pas marqué, ça prouve à quel point on attend beaucoup de lui et il nous apporte beaucoup. Donc déjà, ça, c'est déjà positif. Et puis finalement, Vertonghen, il était dans une moins bonne période, ça va un petit peu mieux. Enfin, il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont un peu mieux, mais on n'est pas encore dans les grands diables au niveau de la forme, mais c'est mieux. Ce qui fait peur, c'est cette défense. Voilà, dans quel état vont être Alderweireld et les autres physiquement, c'est quand même pas dingue. Il y a 4 défenseurs centraux dans la sélection. Il y en a 5. Avec Dundonker, si on considère que Castagne peut jouer toujours. Castagne, il peut jouer partout. Et Witsel, à droite, à gauche, derrière. Mais Witsel, Martinez n'en fait pas un défenseur central. Il en a trop. Stanini dans le milieu de terrain. Donc voilà, moi j'ai peur. Quand tu regardes notre défense et quand tu regardes l'attaque de l'équipe de France, à un moment donné, sur papier, la vitesse de Kylian Mbappé, elle peut faire des dégâts. Ça peut voler en éclats. Il s'est économisé en plus contre Rennes. Maxime nous l'a dit. Maxime, on vous retrouve. La Belgique, elle fait peur à l'équipe de France ou pas? Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu peur à l'équipe de France, après l'Euro qu'on vient de faire. Sachant que la rentrée n'a pas été non plus extraordinaire, même si le dernier match contre la Finlande a été largement mieux, avec notamment un nouveau système de jeu que vous connaissez plutôt pas mal, parce que c'est à peu près le même que celui de la Belgique, et ça a bien fonctionné, même si ça n'avait pas fonctionné contre la Suisse. Je pense que les gens s'en rappellent aussi. Aujourd'hui, il y a peu de certitude, on ne sait pas trop où on va, on n'a pas trop de cadre tactique très défini, on est encore un peu sauvé par nos individualités. Je pense que c'est un peu le cas de la Belgique aussi sur certaines choses, même si la Belgique a plus de certitude, ce qui fait qu'elle est, pour moi, c'était le problème de l'Euro,
parfois un peu trop lisible dans son approche. La France, il n'y a pas ça. Au moins, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, donc c'est l'avantage, c'est ça ce qui fait le sel de suivre l'équipe de France. Mais oui, aujourd'hui, tout le monde nous fait un peu peur, pour être honnête, pour être un peu plus sérieux par rapport à tout à l'heure. Donc, on ne sait pas trop comment aborder cette Ligue des Nations, même s'il y a quand même de l'ambition. Vince, de mémoire, vous aviez commenté France-Finlande. Oui, tout à fait. Ça a été un petit peu mieux, mais Didier Deschamps déclarait lui qu'il n'était pas satisfait du rendement de ses offensifs. Est-ce qu'il n'y a que ça qui vous a un petit peu alerté dans les dernières prestations du des Bleus? rendement, après, moi j'ai aimé l'animation. Je trouvais que ça sciait plus à ce trio, à ces joueurs-là, à la qualité. Griezmann, Benzema, on sent tout de suite que ça peut jouer ensemble. Celui qui était peut-être un moins mis en valeur, c'était Mbappé, parce qu'on était face à un bloc bas finlandais, et on sait très bien qu'il adore prendre la profondeur, la verticalité. Moi, il y a un joueur qui m'a bluffé pour prendre tout le couloir, parce qu'il ne joue pas dans ce système-là avec l'AC Milan, c'est Hernandez, côté gauche, qui avait été ce soir-là quand même monstrueux. Et je pense qu'il y a quand même des qualité au niveau des pistons côté français aussi. Voilà, c'est un système tactique qui pourrait amener des choses intéressantes côté bleu. Qualitativement, et comme l'a très bien dit Maxime, individuellement, voilà, c'est une équipe qui va nous poser des problèmes, ça c'est sûr et certain, mais on a un petit peu plus de certitude au niveau des cadres. Voilà, ça c'est sûr. La France part un peu plus favorite que la Belgique, de par l'expérience peut-être simplement des grands tournois et d'une victoire dans un grand tournoi. Je ne sais pas, mais comment on considère cette Ligue des Nations? C'est peut-être aussi la question qu'on peut penser à Maxime. Comment on va aborder cette rencontre-là côté bleu, parce que la Ligue des Nations, tu le disais très bien dans ton édito de ce matin, à qui ça parle en Belgique? Ce qui parle aux gens au jour d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on va affronter la France. Et qu'il y a un œuf appelé avec cette équipe de France, soyons clairs, depuis 2018. Et pour les supporters belges, que ce soit la Ligue des Nations, demi-finale, ou que ce soit un match amical, finalement, ce qui intéresse les gens, c'est quoi? C'est qu'on affronte la France et qu'on batte la France. Voilà. Maxime, vous l'avez compris, on est excité côté belge. Est-ce que du côté français, c'est la même chose? Et pour rebondir sur ce que Vincenzo disait, au niveau de la Ligue des Nations, quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018, comment on l'aperçoit cette nouvelle compétition? À la différence des Belges, on n'a pas de compte à régler, même si je comprends l'amertume qui reste de cette Coupe du Monde. Non, en fait, côté français, c'est abordé comme un titre à jouer. En fait, c'est assez particulier, alors que il n'y a pas une réelle excitation du public pour cette compétition. Mais en tout cas, quand Didier Deschamps en parle, c'est pour la gagner. Et surtout, quand Benzema en parle, et il en parlait récemment dans l'équipe, c'est que lui, il revient en équipe de France pour gagner. Il se dit que ça, c'est le premier titre à gagner et que c'est surtout l'occasion, via ce titre-là, d'effacer la contre-performance de l'Euro. Donc, pour le coup, l'équipe de France arrive avec de grandes ambitions et l'objectif, c'est clairement de gagner, que ce soit en face la Belgique, l'Italie, l'Espagne. C'est pour Didier Deschamps, c'est pareil. Même si je sais que pour suivre l'équipe de France depuis assez longtemps, Didier Deschamps a en très très haute estime la Belgique et il en parle toujours comme la référence absolue en termes de football de nation. Donc je pense qu'il y aurait une grande fierté quand même de faire une grande performance dans le jeu et une grande performance dans le résultat. Christophe, nous, personnellement, c'est un trophée. On a envie d'aller le chercher parce que certains disent que c'est peut-être la dernière chance de Roberto Martinez. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Qui serait mis dehors s'il ne gagnait pas la Ligue des Nations? Pas spécialement mis dehors, mais que ça pourrait marquer la fin d'une histoire. Même si on sait qu'il y aura la Coupe du Monde qui va arriver très très vite. Le Barça fait un petit peu le forcing. Oui, même si Xavi, apparemment, je ne suis pas dans le secret des dieux à Barcelone, mais on peut lire que Xavi, apparemment, reste plus un favori. Puis Martinez, on a l'impression que dans tous les clubs où il a été cité, c'était chaque fois le plan B ou C, au cas où, etc. Donc voilà, non, il ne va pas partir à 13 mois de la Coupe du Monde, sauf évidemment offre concrète du Barça. Là, il pourrait réfléchir. Et mais pour non. La Ligue des Nations, vous êtes excité, vous, avec cette compétition? Non, clairement pas. Non, vraiment pas. Voilà, j'ai dû, pour être sûr, quand j'ai fait mon papier, j'ai dû aller vérifier qui était le tenant du titre. Je pensais bien que c'était le Portugal, mais c'était effectivement le Portugal. Mais aller demander dans la rue à 10 amateurs de football qui est le tenant du titre en Ligue des Nations. Eh bien, on le fera, tiens, ça peut être un très bon exercice. Qui peut vous le dire, ouais. Mais non, mais tout le monde regarde Eleven Insiders.
Tout le monde doit le savoir maintenant. Ouais, mais C'est pas si possible. la Belgique remporte la Ligue des Nations, je peux vous assurer que dans 10 ans, on va On s'en pouvoir dire que souviendra. la Belgique a remporté la Ligue des Nations. Mais bon, voilà, on a gagné les Jeux Olympiques, c'est notre seul trophée, c'était en 1920. Qui s'en souvient, on s'en fout. Voilà, Qui c'est était pas des des vrais personnes trophées. Si. C'est pas des vrais trophées de foot, rien à faire. C'est les vrais trophées, il y en a que 2. On les a ratés 2 fois de suite dans chaque trophée, donc. C'est pas ça qui compte, franchement, je crois qu'on s'en fout. Et c'est ce que j'écrivais ce matin. Qui va aller sur la Grande Place si on gagne la Ligue des Nations pour accueillir les Diables ou même les attendre à Zaventem? On s'en fout. Bon, écoutez, ça, c'est à voir, franchement. Oui, il y aura peut-être Je 100 ne dirais pas des vrais on fans, s'en mais fout. vous Vince, pensez qu'il y aura 10 000 vous seriez personnes sur la Grande Place avec vos enfants, par exemple, ou pas? Pourquoi pas? Bah Pourquoi voilà. pas, Un beau lundi possible, mais d'octobre, bon. hein, c'est chouette, Pourquoi pas c'est chouette, vraiment. Pas sûr quand même. Non, mais après, ce qui m'excite, c'est la confrontation. C'est ce Belgique-France Voilà. dans ce magnifique stade du Juve Stadium, avec les individualités d'un côté, celles de l'autre, les idées tactiques des deux coachs aussi. Voilà, ça c'est un match que je vais regarder, clairement. Voilà, maintenant, que la Belgique gagne la Ligue des Nations, ou que ce soit la France, ou l'Italie, ou l'Espagne, ça... je m'en cale un peu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la performance de haut niveau qu'on peut sortir justement à 13 mois de la Coupe du Monde, voir où on en est. Parce que c'est bien beau de battre l'Estonie, de bien beau de battre la Biélorussie. Mais on reste sur une déception contre l'Italie. Hein, voilà. aussi. Ouais. Et ça reste quand même en travers de la gorge, je pense, des Diables Rouges. Parce qu'ils voulaient aller au bout, clairement. Et là, ils n'ont pas réussi à contourner l'Italie ici à l'Euro. Donc, ce sera, depuis ce match-là, le premier vrai test qui pourrait nous permettre de tracer la voie pour la suite. Parce que, juste Bah, pour allez-y, compléter, cette génération dorée, que ce soit avec Martinez ou avec Wilmots, elle a gagné combien de matchs officiels face à une vraie grande équipe? Il y a le Brésil, on peut ajouter le Portugal ici, pour le reste. L'Angleterre, si on compte l'Angleterre, éventuellement. Mais c'est très très peu. Hein. On gagne très très peu de matchs contre des vraies grandes équipes. Si on est numéro 1 mondial, c'est parce qu'on bat tout le temps les équipes qu'on doit battre. Et souvent avec la manière et souvent dans les chiffres. Mais pour le reste, on n'a pas battu de grandes équipes. Ici, quoi qu'il arrive, il y aura 2 affiches. Et là, c'est Martinez, c'est quand même une occasion de dire à 13 mois du Qatar, on est toujours là. Parce que tout doucement, on voit bien que hors de la Belgique, on commence à rentrer dans le rang, on nous oublie tout doucement un peu dans les favoris. Et c'est logique, on peut les comprendre, hein, on reste sur des déceptions. Et là, c'est une manière de dire, on est toujours là avant 2022. Maxime, vous êtes toujours là, vous aussi, hein, vous nous rassurez. Hein. Bon, ça va, on va continuer de parler de foot d'un absent, notamment N'Golo Kanté. Le Covid est passé par là. En quoi ça peut vraiment changer cette équipe de France, l'absence d'N'Golo? Bah, ça peut changer pas mal de choses, même si on commence à s'habituer à ses absences, malheureusement, depuis plusieurs rassemblements. En fait, je trouve que c'est un mal pour un bien, parce que ça permet, par exemple, à un joueur comme Tchouaméni de continuer son installation, de continuer à montrer de belles choses. Vous l'aimez bien, hein. Kanté... Ouais, mais je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur comme ça, capable de faire autant de choses, parce qu'il fait aujourd'hui plus de choses qu'un Pogba, par exemple, il apporte l'équilibre, Tchouaméni, ce que fait N'Golo Kanté aussi, mais d'une autre manière. Voilà, cette absence permet l'intégration de nouveaux joueurs, et je pense que l'équipe de France en a besoin. Puis N'Golo Kanté, le problème, c'est que dans certains schémas tactiques récemment, il était utilisé d'une façon un peu restrictive, donc on ne savait pas trop quel était le N'Golo Kanté, celui qu'on a vu à l'Euro, et pas forcément celui qu'on aime le plus voir, où il était un petit peu réduit, même s'il était très très bon. Bon, de là, le voir jouer contre la Belgique? Non, bah, on aurait bien aimé la voir quand même. on va pas se mentir quand même, mais c'est vrai que moi je suis un peu dans la même plus attentif à la performance, et là j'ai plus envie de voir de nouveaux joueurs que N'Golo Kanté. Je veux dire, aujourd'hui on peut s'en passer, on sait ce qu'il est capable de faire. Voilà, on a besoin de trouver à ce qu'on a déjà, et cette compétition le permet. N'Golo Kanté, on sait quand il va revenir, il sera à 200-300%, il n'y a aucun doute là-dessus. Réaction au studio, Vincenzo. Non, mais 2 petits trucs par rapport à Kanté. Nous, forcément, avec ou sans, c'est une solide différence. Ouais, soyons clairs, moi je préfère qu'il soit pas là quand on est belge, c'est une certitude. Et puis l'autre chose par rapport à cette rencontre-là, c'est que je suis très curieux de voir des joueurs type Salemackers, on en parlait, qui réalise un super début de saison avec l'AC Milan, titulaire incontournable, dans ce type de confrontation. Est-ce qu'il a vraiment franchi un palier? Hans Van Aken, idem, qui est super bon avec le club en Ligue des Champions, qui a été très bon avec la sélection récemment. Est-ce qu'il a réellement franchi un palier? Moi, c'est par rapport à ça que j'ai hâte de voir cette confrontation. On parlera de vos 11 pour terminer cette émission, mais est-ce que Roberto Martinez, pour re-switcher sur la Belgique, va changer ses idées? Est-ce qu'il va oser, dans un match si important,
Maître Van Aken, qui a été bon dans les dernières confrontations. Maxime le soulignait que Deschamps mettait en exemple la sélection belge au niveau international. C'est parce que tout simplement la Belgique c'est un club, c'est le FC Diable. Martinez il a toujours dit, il fonctionne vraiment comme dans un club avec des statuts. Et on connaît la hiérarchie. Van Aken, il est monté dans la hiérarchie grâce à ses prestations, mais ça reste un réserviste quand tout le monde est là. Et là, tout le monde est là pratiquement, en tout cas au poste où Van Aken peut jouer. Donc pour moi, il ne va pas changer, il ne faut pas s'attendre à des révolutions. C'est pour ça qu'il n'a pas fait des tentatives aussi, peut-être théâtre déjà, etc. Vraiment, il a petit à petit, il intègre. Et jusqu'en 2022, ça va être avec ce groupe-là. Et tant pis, et on verra bien après. Oui, Maxime parlait de conservationnisme tout à l'heure de Didier Deschamps, c'est un peu le même avec Roberto Martinez. On est clairement là-dedans, parce que Martinez, quelque part, la performance du moment, ça n'entre pas véritablement en ligne de compte avec lui. Alors, il est bien forcé de sélectionner Charles de Ketelaere, parce que alors on le prend pour un fou s'il ne le reprend pas avec la sélection. Mais voilà, il a sa hiérarchie, il y a des diables qui ont un statut, et c'est bien logique, mais qu'ils soient bons ou mauvais en club, ça n'aura pas d'influence sur leur titularisation avec la sélection nationale. Et à l'inverse, c'est ça qui est un petit peu dommage. Des joueurs qui performent depuis plusieurs semaines ne vont peut-être avoir que quelques minutes de jeu. Ok, c'est la France, ok, c'est un trophée à aller chercher. Mais voilà, moi, j'ai envie de les voir, personnellement. Même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, les deux Ketelaere, Van Aken, Salemackers, j'ai envie de les voir. Oui, mais même Maxime, me dit-on, a fait non de la tête quand on disait est-ce que Van Aken va jouer, est-ce que Roberto Martinez va le faire jouer. Ça veut dire que même chez vous, amis français, vous êtes conscient qu'il ne va pas jouer. Il connaît déjà Van Aken. L'avantage quand on affronte la Belgique, c'est qu'on sait qui on va affronter et comment on va l'affronter. Je veux dire, quand on est sélectionneur adverse, je pense que c'est plutôt facilité en termes de préparation de match. Tout à l'heure, je parlais de conservatisme avec Didier Deschamps. Faut quand même, il travaille pour un peu évoluer là-dedans. Donc, il peut y avoir un peu quelques surprises quand même côté français. Ouais, mais il travaille tellement. Maxime joue au coupe qu'il ne reprend pas Giroud. Ah oui, mais c'est ça la différence, c'est que vous expliquiez que peu importe les performances en club, voilà, les joueurs ont limite un ticket sur devenir au prochain rassemblement. En équipe de France, j'ai l'impression que depuis l'Euro notamment, c'est plus ça. Et là, il y a eu un petit ménage qui a été fait. Ça va être progressivement encore plus. On cherche un nouveau truc. Nous, on est plus dans un nouvel élan. Vous essayez de poursuivre un élan qui n'a pas forcément marché à l'Euro, justement, mais bon, en incorporant tout doucement de nouvelles personnes, des nouveaux joueurs, notamment Charles de Ketelaere, qui est quand même, je pense, l'un des meilleurs joueurs que vous avez jamais créé dans ce pays, qui est un joueur assez formidable. Et que nous aussi, on aimerait bien voir contre l'équipe de France. Mais voilà, c'est deux dynamiques quand même un petit peu différentes, je pense, dans les deux nations. Et donc, Vincenzo, vous vous rapprochez un petit peu de l'évolution de pensée de Didier Deschamps. En fait, vous avez aussi, vous le disiez, envie de voir plus ces jeunes. Mais c'est pas illogique parce que voilà, nous on a combien de trentenaires dans la sélection, combien de gars qui, pour qui en tout cas le Qatar pourrait être le terminus de leur aventure avec les Diables. Donc quelque part, il faut maintenant, et je pense que Martinez l'a fait, mais il le fait vraiment de manière hyper ponctuelle, hyper parcimonieuse même, j'ai envie de dire, avec sa sélection. Donc voilà, il faudra être patient et tout doucement, mais on sent qu'on va passer le relais, cette génération-là, cette fameuse génération dorée. Tout doucement, elle va passer le relais à les deux Ketelaere, à les Verskaren, Doku et autres talents qu'on a. Et Tielemans, qui est le seul de la finalement nouvelle génération à être vraiment déjà imposé dans le groupe de l'ancienne génération. C'est le seul qui a réussi, c'est Tielemans. Donc voilà, pour le reste, effectivement, comme dit Vince, il faudra attendre. Mais on disait, Maxime disait, c'est vrai, Martinez se reste dans son plan qui n'a pas fonctionné à l'Euro ni à la Coupe du Monde. Mais lui, on appelle ça être têtu. Oui, et en même temps, il peut se dire, à l'Euro, si j'ai un vrai Eden Hazard et j'ai le vrai Kevin De Bruyne, est-ce qu'on ne bat pas les Italiens ? Lui, je suis sûr qu'il est persuadé que oui, à juste titre ou non, je ne sais pas. Mais on ne le saura d'ailleurs jamais. Mais voilà, lui, je peux comprendre qu'il reste dans cette idée-là et de pas de se dire, bon, je reconstruis tout. On n'était quand même pas non plus si loin contre l'Italie. Ils étaient plus forts que nous, ils méritaient de gagner. Mais je veux dire, on n'a pas été balayés d'un moment à l'autre. Pareil contre les Français en demi-finale, on en a assez parlé. Donc, je peux comprendre que Martinez se dise, pour le Qatar, ça reste la meilleure formule, c'est de persévérer une dernière fois. Bon, là, on arrive à la fin de cette émission, le temps file tellement vite. Je vous demande de réfléchir à vos 11. Quelques instants, le temps de poser la dernière question à Maxime Brigand. Maxime, c'est le meilleur moment de jouer la France, là, maintenant ? C'est pas le pire. D'accord. Non, c'est pas le pire, parce que, encore une fois, on a quelques absents, on est en instruction. Je pense qu'il va retenter le système qu'on a vu contre la Finlande. Donc, très peu de certitude
avec ce système. On a juste battu la Finlande avec, donc c'est quand même pas. Et on reste quand même sur une défaite contre la Suisse. Je pense que c'est pas le pire des moments. Mais la dernière fois contre la Finlande, il n'y avait pas Mbappé. Là, il y aura Griezmann, Mbappé et Benzema ensemble dans ce nouveau système-là. Ça peut faire mal, surtout quand on voit les performances des défenseurs centraux belges récemment, notamment de Denayer hier soir. Voilà. Merci Maxime, une seule victoire, on le rappelle, pour l'équipe de France sur les 6 derniers matchs. Merci d'avoir été avec nous. Vous allez embrasser Swan de notre part. J'y penserai. Voilà, exactement. Vous êtes un peu de la même galaxie. On pense à Swan. Merci Maxime, à très vite. Merci. Bon match ce week-end. Vous aussi, évidemment. Ce sera même jeudi, cette demi-finale de Nations League. Je dis déjà que vous serez en finale. Voilà, c'est révélateur. Merci à vous. Bon match également. Messieurs, on termine avec votre 11. Mettez-vous, et je vous donne ce pouvoir, ça va durer une minute, d'être Roberto Martinez ou Vincenzo Martinez. Ouais. Et vous me dites. Il n'y aura pas trop de surprises en fait dans mon 11 de base. Courtois dans les buts, derrière Vertonghen, Alderweireld, Boyata, sur les côtés, Castagne à droite, Torgan Hazard à gauche. Oui. Witsel Tielemans, Hazard, De Bruyne et Lukaku. Voilà, donc pas de Salemakers, plutôt Torgan, qui revient de blessure. Ouais. Torgan, c'est ma seule hésitation. C'est Torgan Hazard ou Yannick Carrasco. Tu verras un petit peu l'entraînement de cette semaine. Tu prendras la décision. Je vais voir aussi parce qu'il va y avoir des petits bobos. On a appris que Meunier n'était pas dans la sélection finale. On n'est jamais que lundi. Le match est jeudi. Voilà. On parle d'une fracture au niveau de l'orteil pour Thomas Meunier. Donc Thomas Fouquet qui a été rappelé. Est-ce que vous faites des changements par rapport au 11 de Vincenzo ou pas ? Juste un. D'accord. Je ne mets pas Boyata, je mets Denayer qui finalement a joué un peu blessé encore ici hier dans le derby là-bas. Donc pour moi, il reste quand même plus fort que truc, à condition qu'on le mette dans l'axe. Surtout pas sur le côté gauche. Là, il faut pas. Alors là, ça va pas. Mais si il joue dans l'axe de la défense à 3, pour moi, c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant, à partir du moment où Vermaelen n'est pas là, qui reste mon chouchou. Je réagis et je terminerai par là. Donc pas de Salemakers. Donc vous essayez de vous mettre dans la tête de Roberto Martinez. Ouais. Parce que le souhait, Vincenzo, c'était de voir justement ça. Oui, mais le voir pas dès le départ, le voir 15-20 minutes, pas le voir 3 minutes rentrer à la 90e minute de jeu, le voir sur une vraie portion de match, en fonction du scénario du match, que ça aille bien ou moins bien pour la Belgique. J'ai envie de voir ce garçon-là, sur les 2 rendez-vous, parce qu'il y aura 2 rendez-vous, au moins sur une portion de match où il va avoir le temps de montrer des choses. Idem pour Van Aken, idem pour De Ketelaar. C'est pour le faire rentrer, non, je me répète, mais pour les faire rentrer 1 minute, non. Maintenant, dès le départ, c'est logique. Hazard, De Bruyne, qui ne sont pas blessés, et je le dis, s'ils ne sont pas blessés d'ici à jeudi, qui commencent. Voilà, ça me paraît logique, mais j'ai envie de voir les gamins. Allez, merci à nos 2 sélectionneurs d'Eleven Insiders. Déjà 1 heure d'émission, donc il faut arrêter, sinon le podcast va être trop long. On ne sera pas là lundi prochain. C'est bien dommage. Oui. Mais on revient en même temps que le foot belge, puisqu'on parle foot belge aussi dans 15 jours. Merci Vincenzo. Avec plaisir Jérémy. Merci Christophe. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir également. Mercredi donc, Espagne, Italie, jeudi. France, Belgique, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.